La 28e conférence des partis, signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques cette année à Dubaï, a le mérite, dans un espace donné et un temps limité, de mobiliser un grand nombre d'acteurs et de décideurs intervenant dans la gestion des questions écologiques et environnementales. Tous sont plus ou moins conscients de l'ampleur des dégâts causés par la paralysie climatique. Des inondations qui ravagent, des feux qui détruisent, des populations déracinées et déplacées, plus aucun continent n'échappe à la tragédie du changement climatique. Et pourtant, la science, la connaissance, la raison nous amènent à connaître le diagnostic. Pas seulement le diagnostic, nous connaissons aussi les solutions. Nous devons maintenir l'objectif de 1,5 degré et nous devons nous débarrasser le plus rapidement possible de nos dépendances aux énergies fossiles qui mettent notre avenir commun en danger. Mesdames et messieurs, ce sommet n'est pas une simple conférence, ce sommet est en réalité un examen, et même un examen de conscience. Faire le bilan mondial depuis les accords de Paris et surtout agir plus et agir plus rapidement. Nous saluons le leadership d'Antonio Guterres, nous saluons aussi la manière dont les Émirats arabes sont engagés pour faire de cette COP28 un succès. Pour sa part, l'Union européenne est totalement mobilisée et engagée. Nous souhaitons continuer à jouer un rôle moteur. La transition climat est notre programme de développement, le Green Deal, Fit for 55, nous mettons en œuvre des paquets de mesures pour transformer radicalement notre paradigme de développement économique. On a ainsi progressé en baissant de 30% nos émissions depuis 1990. Nous croyons dans la mécanique du prix du carbone pour continuer à avancer sur le bon chemin et encourageons d'autres à nous soutenir. La planète n'attend plus, ne peut pas attendre la prochaine génération. La planète est fatiguée des accords climatiques qui ne seront pas respectés. Des objectifs de réduire les émissions qui sont oubliés et le financement des pays les plus défavorisés n'arrive pas. Et les beaux discours qui sont vides, nous en avons assez, nous voulons des véritables actions. De dirigeants mondiaux sont véritablement engagés pour sauver la planète. Juste l'année dernière, le monde a dépensé plus de 2 billions de dollars dans des armes. Cette somme pourrait être investie pour lutter contre la faim et lutter contre le changement climatique. La science est claire. La limite à 1,5 degré n'est possible que si nous n'arrêtons complètement les énergies fossiles. Nous ne devons pas les réduire, nous devons les éliminer de façon progressive avec un échéancier clair qui soit aligné sur la limite des 1,5 degrés. Le bilan mondial ne doit pas seulement prendre des engagements, il doit également s'engager à tripler les énergies renouvelables, doubler l'efficacité énergétique et amener l'énergie propre à tous d'ici 2030. Dans l'agenda des dirigeants du monde invités à Dubaï pendant 2 jours, il s'agit, entre autres, du bilan mondial de l'ensemble des mesures prises depuis la conférence de Paris. En tant que président de la commission climat du bassin du Congo, nous avons parcouru comme chemin depuis plus d'une décennie. Après l'accord de Paris, le rôle essentiel de nos forêts tropicales du bassin du Congo dans la régulation du climat a été enfin reconnu comme l'un des derniers poumons verts de la planète. Et les enjeux sont connus et les solutions ont été identifiées. Préoccupés par la recherche de ressources durables pour financer la gestion des écosystèmes forestiers et la préservation de sa biodiversité, nous avons initié l'idée de la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo, dans le but de concilier
la lutte contre les changements climatiques et le développement économique. Persuadés de l'importance des solutions basées sur la nature pour atteindre les objectifs de développement durable, ainsi que ceux de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, j'ai lancé, lors de la COP 27 à Sharm el-Sheikh, l'appel solennel à l'instauration d'une décennie mondiale de l'afforestation afin d'inverser le cours actuel de la destruction de nos forêts. Nous avons la détermination de tripler le renouvelable, de doubler l'efficacité énergétique, et puis nous sommes aux côtés des pays en développement. Nous savons notre solidarité, nous savons notre responsabilité, c'est une question de confiance. C'est ainsi que nous honorons nos engagements relatifs aux 100 milliards. 23 milliards d'euros sont mobilisés cette année par l'Union européenne. Nous soutenons nos engagements en termes de partenariat pour des transitions énergétiques justes. Et puis nous sommes mobilisés pour soutenir le fonds pour les pertes et dommages. 220 millions ont été annoncés hier par l'Union européenne en format équipe Union européenne. Nous soutenons aussi la réforme des institutions de Bretton Woods. Nous devons amener plus de justice, plus de confiance, plus d'inclusivité. La Banque mondiale, quand elle a été créée, était 7 fois plus capitalisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. L'Union européenne est un partenaire loyal et engagé parce qu'en effet, la Terre ne nous appartient pas. La Terre appartient à nos enfants. Ce n'est pas un slogan publicitaire, c'est une réalité existentielle. La décennie qui s'ouvre est cruciale et nous sommes tout à fait mobilisés à travailler avec chacun d'entre vous pour protéger l'humanité. Les défis qui nous attendent sont considérables et ne cessent de croître d'année en année. Certains relèvent de notre propre responsabilité. Il nous revient de redoubler d'ardeur pour préserver ces derniers poumons de la planète et ces trésors de biodiversité que sont nos forêts tropicales. Le devoir de solidarité à travers les demandes de compensation financière suite au renoncement volontaire de certains pays à des projets de développement non durable appelle et mérite toute l'attention de la communauté internationale. C'est le juste effort de solidarité et d'équité qui incombe à tous les pays appelés à œuvrer ensemble pour une planète Terre plus sûre, à l'abri des menaces et autres effets néfastes des changements climatiques. J'espère du fond du cœur que la COP28 constituera un autre moment historique sur la voie d'une véritable action à un moment où, comme les scientifiques nous ont déjà avertis depuis bien longtemps, nous voyons les points de non-retour inquiétants que nous atteignons. J'ai passé une grande partie de ma vie à tenter d'alerter sur les menaces existantes comme le changement climatique, le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. Mais je n'étais pas le seul. Par exemple, le cher père du Cheikh Mohammed, le Cheikh Zayed, militait pour une énergie propre avant même la création de l'état actuel des Émirats arabes unis, comme nous les connaissons. Bien des décennies plus tard, et malgré toute cette attention, dans l'atmosphère, les émissions sont 30% supérieures à cette époque, les émissions de dioxyde de carbone. De grandes annonces sont faites. Elles sont de nature à donner espoir à l'humanité confrontée aujourd'hui à la dure réalité du dérèglement climatique. Des engagements pour approvisionner le nouveau fonds de pertes et dommages des pays vulnérables et développer les énergies renouvelables. Les pays émergents doivent sortir du charbon et c'est le deuxième combat après celui que les pays les plus riches doivent mener.
En effet, s'il y avait une priorité absolue, c'est que les émergents sortent du charbon. En effet, on doit permettre aux émergents le rattrapage économique, c'est un élément de justice, mais ce rattrapage ne doit pas se faire sur la base d'énergies qui sont carbonées, et en particulier du charbon, et pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les centrales existantes qui se concentrent largement en Asie aujourd'hui émettront à elles seules suffisamment de CO2 pour que nous excédions la cible de 1,5 degré Celsius. Et donc, alors même que nous devrions chaque année retirer des capacités de production d'énergie basées sur le charbon, au moment où je vous parle, nous avons 500 gigawatts de nouvelles capacités de charbon qui sont en cours de planification. Et donc, s'il y a une absurdité au moment où nous nous parlons, s'il y a une vraie absurdité, elle est sur le charbon. Et donc, nous devons engager un virage absolu, majeur, complet sur ce sujet. D'abord, les pays du G7 doivent montrer l'exemple. Je saluais mon collègue Fumio Kishida qui est là et qui a eu à présider ce club, qui a été très courageux sur ce sujet. Mais les pays du G7 doivent montrer l'exemple et s'engager à mettre fin au charbon chez eux avant les autres, c'est-à-dire avant 2030. La France tiendra son engagement de sortir complètement et de fermer toutes ces centrales d'ici à 2027, c'est-à-dire sur le mandat qui est le mien. Je ne promets pas pour la suite, je promets, si je puis dire, maintenant. Mais ce virage implique aussi d'être cohérent et on doit donc arrêter de subventionner les nouvelles centrales à charbon. Le G20 s'est engagé à Rome en 2021, mais on doit changer nos règles en matière de financement privé. Au moment où je vous parle, le secteur privé n'a aucune désincitation pour financer une centrale à charbon par rapport à du renouvelable ou autre. Et s'il y avait une priorité des financeurs, des agences de notation aujourd'hui pour être cohérents, ce serait de différencier ces taux d'intérêt, qu'il y ait un vrai spread, parce qu'on n'intègre pas du tout le risque climatique. Et aujourd'hui, dans notre manière de noter, dans notre manière de regarder les investissements, on n'est pas du tout en train de prendre en considération qu'on continue à financer des actifs qui seront complètement dépréciés dans quelques années et qui sont incohérents avec notre stratégie mondiale. À Expo Center de Dubaï, au bout du compte, les parties doivent arriver à dire comment elles entendent rehausser leurs engagements pour résoudre une crise climatique toujours plus menaçante.